Bonjour tout le monde, bon matin, salut, bonjour, bonjour. On est mardi, c'est notre rendez-vous du mardi, un mardi sur deux, en direct ici. Donc aujourd'hui, on se lance en mode boulangerie. Vous aimez ça la boulangerie? Souvent vous imaginez que c'est compliqué alors que ça l'est pas du tout. Donc aujourd'hui, on va préparer un beau pain, un pain comme ceci. Mais qu'est-ce qu'il a comme particularité? C'est pas juste de la farine, on va mettre de la farine et des flocons d'avoine, donc un pain avoine, érable et canneberge, cranberry ou petits fruits, on va voir ça. Donc différentes explications autour de ça. J'espère que ça va vous plaire. Salut Louise, salut Cassidy, bonjour. Bonjour Nicole. Donc vous voyez, ça c'est le résultat. Donc ce que l'on va faire ce matin, on aperçoit là un beau pain avec nos trois petites boules, nos trois petites miches. On voit là qu'on a des tranches quand même qui sont assez jolies, assez moelleuses. C'est sûr que on va voir les explications tantôt, mais à partir du moment où on met autre chose que uniquement de la farine, on perd du gluten, donc on a des pains un petit peu plus denses. Mais l'avantage du flocon d'avoine, c'est que ça va être beaucoup plus rassasiant, avec beaucoup plus de fibres qu'un pain classique. Alors, je vais mettre donc l'exemple en arrière et on va se lancer tout de suite dans la recette. Si vous avez des questions, vous savez que je vois vos messages, donc n'hésitez pas à les poser au fur et à mesure. Donc, on y va. Pour faire du pain, quel qu'il soit, une pâte levée, quelle qu'il soit, pâte levée, ça veut dire brioche, pain, pizza, etc., dans lequel il va y avoir de la levure et qui va lever, d'accord? Donc, pour faire une pâte levée, quel qu'il soit, ça prend du liquide. Si on met uniquement de l'eau, on est en train de faire du pain. Si on met uniquement du lait, on est en train de faire une brioche. Ici, vous l'avez vu, je viens de mettre 100 g d'eau, je rajoute 150 g de lait, donc j'ai du lait et de l'eau, donc je m'embarque pour préparer un pain brioché, d'accord? Concernant le sucre, souvent quand on fait des recettes sans notre ami, on voit toujours une cuillerée à thé ou à café de sucre, même dans une recette de pain ou de baguette, parce que le sucre a comme particularité d'activer la levure, fraîche ou sèche, quelle qu'elle soit. Mais nous, vous allez voir que comme on va utiliser le 37 pour réveiller la levure, ça ne sert à rien de mettre du sucre quand tu fais de la baguette ou de la pizza, c'est vraiment pas nécessaire. Tu peux si tu veux, mais ça ne sert à rien. Par contre, aujourd'hui, on prépare un pain brioché sucré, légèrement, puisqu'on a nos petits fruits, c'est l'idée de la recette. Donc, on va, oui, rajouter du sucre, et tant qu'à faire, à cette étape-là. Ici, la thématique du moment, c'est le sirop d'érable. Donc, je rajoute 70 g de sirop d'érable avec mon lait et mon eau. Mais vous pourriez remplacer par du miel liquide, par exemple, ou par du sucre. Donc là, j'ai 70 g de sirop d'érable ou de miel, 50 g de sucre pourrait être suffisant. D'accord? Donc là, on a nos liquides. C'est la première étape des pâtes levées. Maintenant, qui dit pâte levée, ça prend de la levure. Ici, j'utilise une cuillerée à thé généreuse de levure sèche déshydratée ou ça prendrait un demi-cube de levure fraîche en Europe si vous en avez. Je vais lancer la programmation et on va parler un petit peu plus de levure. Ici, vous voyez, je m'approche parce que je veux m'appliquer pour mettre ma levure dans le liquide, pas verser comme ça et que ça se ramasse sur le pitchou de la lame et que du coup, dans l'étape suivante, ma levure soit mal activée. Donc, une fois qu'on a mis nos liquides et notre levure, on referme. Et là, on va s'en aller pour programmer 3 minutes, mais vous allez voir que ça pourrait être 2. En fait, ce qu'on cherche à faire, c'est atteindre le 37 degrés. Donc 3 minutes, 37 degrés, mijotage, et bien sûr avec le gobelet, puisque comme je veux que ça chauffe à l'intérieur, je couvre pour que ça aille plus vite. Alors à quoi ça sert cette étape-là? Cette étape-là, elle est indispensable dans n'importe quelle recette de pâte levée, donc pain, brioche, pizza, etc. Et c'est pour ça que c'est beaucoup plus facile avec notre ami en dehors de pétrir. C'est qu'avec cette programmation-là de 37 degrés, vous allez réveiller votre levure. C'est sûr qu'on a plus besoin de réveiller une levure sèche, déshydratée, comme je viens d'utiliser, qu'une fraîche. Mais dans les deux cas, ça ne lui fera pas de mal. La levure, c'est un organisme, une bactérie semi-vivante, on va dire, qui est comme en sommeil quand elle est desséchée et qui est comme en sieste, on va dire, quand elle est fraîche. Mais pour pouvoir faire son travail, le 37 degrés, c'est la température idéale pour la réveiller. Lui dire, ok, vas-y, go, c'est le temps. Tu peux te mettre à pousser, à faire lever ma pâte. D'accord? Si on ne le fait pas, ça va marcher au bout d'un moment, mais ça va décaler. Si on veut être capable de rentrer dans nos temps, le fait d'activer notre levure à 37 degrés dans n'importe quelle pâte que vous allez faire, eh bien, ça donnera un résultat encore meilleur au niveau du développement et au niveau de la pousse. Concernant la levure, c'est sûr qu'en Europe, on ne jure que par la levure fraîche et on dit que sans levure fraîche, les pains, c'est pas la même chose, je disais pareil quand j'étais en France, évidemment. Sauf qu'ici, au Québec, on a seulement, on va dire, de la levure sèche déshydratée de boulanger. On peut avoir de la fraîche, mais il faut aller chez un boulanger. Puis les boulangers, c'est moins rare. En tout cas, on pourrait, mais c'est trop compliqué. La levure fraîche, en plus, c'est vivant. Donc les modifications de température, ça lui plaît pas. Hein. Sortir du frigo du boulanger, se ramasser en dehors quand il fait moins 10, le temps que tu ailles à ta voiture, puis à 25 quand tu mets ton chauffage dans ta voiture, puis de nouveau dehors, puis ça. La levure fraîche, elle aime vraiment pas ça. Donc, en vrai, la levure sèche ou la levure fraîche, les deux fonctionnent, surtout
si on active à 37 degrés. Ce qui est sûr, c'est qu'ici, il existe 36 millions de levures. La levure à brioche, la levure à pain, la levure rapide, la levure traditionnelle, la levure... on s'en fout. On s'en fout. Ça, c'est juste du marketing. Il n'y a pas une levure à pizza qui ne va pas être capable de faire de la brioche. Hein. Elle ne se rend pas compte, la levure, qui a fait de la brioche ou de la pizza. Hein. Donc là, on s'en fiche complètement. Du moment que tu mets ta belle cuillerée à thé pour, en général, un 500 g de farine, c'est ça que je voulais vous dire, la proportion, c'est ça, un 20 g de fraîche, une cuillerée à thé bombée de sèche déshydratée pour 500 g de farine, et que tu actives à 37 degrés, tout va bien fonctionner derrière. C'est bon? Donc là, vous le voyez, il reste 44 secondes. J'avais demandé 37 degrés. J'ai le petit 37 au-dessus. Ça veut dire que j'ai atteint mon 37. Donc, je peux laisser aller au bout des 3 minutes ou je peux éventuellement arrêter. Est-ce que ça va? Si vous avez des questions concernant la levure, n'hésitez pas. La levure sèche, on l'achète au rayon sec, on va dire. Mais ici, c'est des pots hein, qu'on a. En Europe, ce sont des sachets. Mais dans tous les cas, conservez-la au frigo parce que la levure sèche ou fraîche, elle n'aime pas les modifications de température. Donc, si vous voulez qu'elle soit efficace pendant super longtemps, il vaut mieux qu'elle soit au frigo, qui ait une température stable et régulière, alors que dans ta cuisine, selon les saisons, selon les événements, ou selon où est-ce que tu la ranges, près du four, près du lave-vaisselle, il peut y avoir des modifications de température qui fait que ta levure sèche pourrait être moins efficace dans 6 mois ou dans 1 an, alors que quand elle est au réfrigérateur, il n'y a aucun problème avec ça. Donc là, on a activé notre levure, il ne se passe rien de particulier, il n'y a pas un visuel spécial. Au nez, ça sent un peu la fermentation, mais c'est pas dingue non plus, c'est correct, c'est ça qu'on veut. Une fois donc on a activé notre levure dans notre liquide, aujourd'hui du lait et de l'eau puisque c'est un pain brioché, l'étape suivante, c'est de venir rajouter la farine. Quand je te dis l'étape suivante, c'est parce qu'aujourd'hui, je te montre une recette que j'ai développée, mais l'idée, c'est que je veux que tu comprennes que faire un pain, n'importe quelle recette que tu vas trouver sur Internet, que tu vas trouver de ta grand-mère ou n'importe quoi, c'est les mêmes étapes. Le liquide, la levure, on active, ensuite la farine, en dernier le sel, on pétrit. C'est toujours pareil, d'accord? Donc si tu suis ces étapes-là, n'importe quelle recette que tu as dans tes affaires, ça va fonctionner. Donc là, une fois qu'on a atteint notre 37, l'étape suivante, c'est rajouter la farine. Aujourd'hui, on a dit qu'on préparait un pain avoine. Donc ça veut dire qu'on a une partie de farine et une partie d'avoine. Si je mets que de l'avoine, ça ne marchera pas. Faire du pain, ça prend du gluten. Oui, il y a des pains sans gluten, oui, il y a des pains, mais si tu n'as pas un pain sans gluten, on le sait, on rajoute des œufs, on rajoute des choses pour essayer d'aller chercher du moelleux. Mais le moelleux et l'acidité de ton pain, il est dans la farine régulière, dans la farine de blé. Ça vient prendre le cœur du grain de blé, c'est là où il y a tout le gluten qui va faire l'élasticité. Donc c'est sûr qu'à partir du moment où tu t'éloignes de la farine, ici on a donc 2 tiers de farine pour 1 tiers d'avoine à peu près, eh ben, c'est sûr qu'on a un pain qui va être légèrement plus dense. Mais du moment que tu gardes de la farine blanche, tu vas quand même avoir un peu d'élasticité. Donc l'étape suivante, c'est rajouter ma farine. Donc dans cette recette-là, on a 300 g de farine et ici 130 g de flocons d'avoine. Flocons d'avoine classiques, entiers ou petits flocons ici si vous avez brisé, ça importe peu. D'accord? Ensuite, normalement, on met, quand le liquide a été activé, on met sa farine, puis on met le sel. Toujours en dernier, le sel sur le dessus. Ça veut dire qu'on s'assure que ça ne touche pas le liquide parce que la levure et le sel en contact direct, c'est la mort instantanée de la levure. Si tu mets ton sel à la première étape avec le liquide et la levure en te disant comme ça, le sel va se dissoudre, c'est fini. Tout ce que tu fais derrière, ça ne sert à rien. Ta levure, elle est morte. Elle a touché le sel, elle est morte. Donc là, tu vas me dire, ils vont se toucher pareil. Oui, mais il y a plein d'amis. Le fait de mettre sur le haut, ça va être correct pareil. D'accord? Donc là, la farine, les flocons d'avoine, le sel. Et comme on est en mode pain brioché, on va venir rajouter un peu de beurre. Donc ici, j'ai 50 g de beurre que je rajoute. Ça va? Ou à vouloir te donner trop d'explications pour que tu te débrouilles, je suis en train de te perdre. Tu me suis? Tu me comprends? Oui? Dis-moi donc un peu si ça va bien ou s'il faut que je reste à des choses plus basiques parce que je t'ai perdu. Ok, maintenant, on s'en va lancer notre pétrissage. Donc, je vais chercher mon pétrin et ici, on va programmer 2 minutes. Ça ne sert à rien de pétrir plus parce qu'on va avoir une pâte très mouillée, très collante. Je vais vous raconter pourquoi. Quand on pétrit, on ne met pas son gobelet. Tu peux le mettre, mais réfléchis. Si tu mets ton gobelet, d'abord, précédemment, on a activé à 37 degrés. Donc, ici, c'est légèrement tiède, d'accord? C'est pas chaud, mais c'est légèrement tiède. Puis, le fait de pétrir, ça crée une friction dans le bol, plus la tiédeur du 37. Si je laisse mon gobelet, ça va créer comme une sorte de condensation à l'intérieur. C'est pas grave, la recette va fonctionner, mais on va avoir une pâte plus collante. Aujourd'hui, c'est pas un problème tant que ça parce que de base, la pâte est quand même collante. Mais quand tu fais un pétrissage en général, mets pas ton gobelet pour pas créer d'humidité à l'intérieur. Ensuite, l'action de pétrir dans une autre vie sans robot sur le comptoir, comme ça, là, c'était faire quoi? C'est activer le gluten, mais c'est également incorporer de l'air à l'intérieur de ta pâte. Donc, si toi, tu fermes ton gobelet pendant que tu pétris, ben, il n'y a pas d'air qui va s'incorporer, donc on a un pétrissage moins efficace. Si tu as l'habitude de le laisser et que tu aimes ça comme ça, laisse-le. Mais il me semble que ça a du sens ce que je te dis. Si tu veux incorporer de l'air, ne mets pas ton gobelet pendant que tu pétris. C'est bon?
Oui? Ok. Autre point, quand on fait une pâte levée, quelle qu'elle soit, et qu'on veut rajouter des amis à l'intérieur, ça peut être des olives dans un pain aux olives, ça peut être des pépites de chocolat dans une brioche, il y a plusieurs possibilités. On a déjà plusieurs recettes de pain et de brioche ici sur le site, en vidéo, dans lesquelles vous pouvez aller vous inspirer. On peut soit laisser sa pâte pousser, puis quand on va venir comme façonner son pain, on rajoute à ce moment-là les amis qu'on a envie de mettre, les raisins, les olives. Ou on peut, à la fin du temps de pétrissage, venir rajouter ce qu'on souhaite dans son pain et repétrir 20-30 secondes. Pourquoi à la fin du pétrissage et pas dès le départ? Parce que quand ça pétrit à l'intérieur, ça tourne dans un sens, ça s'arrête, ça tourne dans l'autre, ça s'arrête. Ça veut dire qu'on est du côté de la lame, pas du côté de la lame, du côté de la lame, pas du côté de la lame. Donc selon ce que tu mets, si tu mets tes ingrédients dès le départ, ben, finalement ils vont être hachés à la fin de 2 ou 3 minutes de pétrissage. C'est pourquoi on attend la fin du pétrissage et on rajoute. Aujourd'hui, je vous rappelle qu'on est en train de faire un pain brioché érable avoine et j'ai décidé de mettre soit des canneberges, ici on dit canneberges, soit des cranberries en France, ou pour faire encore une variante, ici j'ai choisi de mettre des bleuets secs ou des myrtilles sèches, mais tu mets le petit fruit que tu veux, du moment que tu respectes le poids. On rajoute 70 à 80 grammes de poids dans notre pâte, d'accord? Ça pourrait être des pépites de chocolat si tu veux, ça pourrait être des raisins secs, ça pourrait être des amandes concassées, ça pourrait être des noix, tu mets ce que tu veux ou tu mets rien du tout. Tu peux aussi faire exactement la même recette, puis ne pas mettre le sucre et tu te ramasses avec un pain salé, un pain, un sandwich ou un pain, c'est la même affaire. Oui, il y a un peu de beurre, oui, il est brioché, mais ça sera très bon pareil. Et à ce moment-là, tout tantôt, j'ai mis juste une demi-cuillerée à thé de sel. Normalement, 500 grammes de farine, c'est une cuillerée à thé de sel. Mais quand tu fais des brioches, des choses sucrées, une demi-cuillerée à thé de sel est suffisant. On en met quand même parce que c'est un exhausteur de goût. Mais si tu veux faire cette recette en mode salé, ne mets pas le sirop d'érable, mets la cuillerée à thé de sel et ça va fonctionner pareil. Tu peux mettre, si tu veux, au lieu de mettre 50 grammes de beurre, tu peux mettre 40 grammes d'olive. Bon, je ne veux pas t'embrouiller là, mais c'est ça. Donc là, hop, je rajoute mes petits fruits secs au choix et je repars pour pétrir 20-30 secondes à peu près. Même si tous mes ingrédients ne sont pas incorporés correctement, ça n'a pas d'importance parce que de toute façon, l'étape suivante, ça va être de mettre à pousser. Donc la pâte va pousser avec les petits fruits qui vont être dedans ou pas la pâte. Et ensuite, il faudra que je vienne dégazer. Donc, je vais écraser ma pâte pour la faire retomber. Donc, éventuellement, les petits fruits qui n'auraient pas été pris dans la pâte le seront au moment du façonnage de ma boule après le temps de pousse. Ça va? Ok, donc là, on a pétri. Vous allez voir, je ne veux pas vous effrayer parce que c'est sûr que quand on n'a pas l'habitude de faire du pain, c'est sûr que cette pâte est très collante. Vous allez voir qu'on va pouvoir voir différentes astuces pour. Pourquoi elle est très collante et elle le sera beaucoup moins tantôt? C'est parce qu'on a mis 2 tiers de farine, 1 tiers de flocons d'avoine et que le flocon d'avoine, là, à date, il n'a pas encore fait son travail d'absorption. Au bout d'1 heure et demie, 2 heures de pousse, le flocon d'avoine, il va avoir gonflé et on aura une pâte beaucoup moins collante. Mais là, il va falloir qu'on arrive à sortir ça. Donc là, pour sortir ça, on retourne notre bol. On va essayer de juste venir décoller la plus grosse partie de notre pâte parce que l'étape d'après, c'est de mettre à pousser. Donc, il faut sortir ça. Donc là, tu vois, je suis engluée quand même. Donc la première chose, je tiens mon bol de la bonne façon par ici et par là. Et je vais venir essayer de récupérer le plus gros. Mais je ne vais pas me casser la tête, regarde. Tu vois, j'envoie juste un coup de spatule comme ça pour venir chercher le plus gros qui est pris sur mes parois. Et ensuite, je vais replacer mon bol et je vais utiliser la fonction turbo. Tu vois, regarde ici. Autour, c'est à peu près correct. Par contre, ma lame est engluée. Donc là, je ne me casse pas la tête. Je ne cherche pas à gratter pendant 2 heures avec ma spatule. Je risque d'abîmer ma spatule contre la lame. Donc là, je ressors de là. Excuse, je ne l'avais pas vu avec à l'envers. Et je m'en vais chercher le turbo. Le turbo, c'est la vitesse 10 à l'impulsion. Donc là, qu'est-ce qui va arriver? J'envoie mon turbo 2-3 fois. Vous l'entendez au son. Ce qui est pris sur mes lames est projeté sur les parois. Ça y est, c'est fini. Tu as vu? Tu as entendu la différence? Donc là, ma pâte, elle est projetée sur les parois. Puis c'est pas grave, même si elle est explosée en 1 milliard de tout petits morceaux, elle va lever pareil par la suite. Donc là, regarde, la lame est complètement dégagée. Par contre, tout le monde est sur les parois. Donc là, je reprends mon bol de la bonne façon. Je reprends ma spatule de la bonne façon. Et là, je m'en viens tourner autour comme ça de mon bol pour curer les parois, récupérer ce qui est sur les bords. D'accord? Donc là, il n'y a plus rien sur les côtés. On est d'accord? Et il en reste un peu dans le fond. Donc dans ce temps-là, je vais venir chercher cette partie-là de ma spatule et je vais contourner. Je ne peux pas vraiment vous montrer, il y a mon bras autour, là, mais je vais venir contourner ma lame pour récupérer tout ça. Et voilà, donc là, on n'est quand même pas pire. Dans ce temps-là, ce qui est bien, c'est de mettre 1,5 litre d'eau, un peu de liquide vaisselle, puis faire un 10-10 pour t'aider à décrotter tout ça rapidement. Ok,
Donc là, qu'est-ce qu'on vient de faire? On a mis la pâte dans un bol parce que c'est bien beau d'avoir activé notre levure, mais maintenant, il faut lui laisser le temps de pousser. Donc une pâte levée, ça va pousser en général de 1 à 2 heures. Qu'est-ce qui fait la différence? Ce que tu as mis à l'intérieur. Si c'est juste de l'eau, de la farine et de la levure, donc pain, pizza, etc., 1 heure de temps, c'est suffisant. À partir du moment où tu commences à mettre des amis différents, ici des flocons d'avoine, mais ça aurait pu être une farine de blé complet. Donc farine de blé complet, il y a toujours une partie de blé classique, blanc, puis le blé complet. Du moment où tu commences à alourdir la pâte, donc les flocons d'avoine, la farine, mais ça pourrait être, quand on fait une brioche, 3 œufs, 50 grammes de beurre, tout ça, ça alourdit la pâte. Elle a plus de mal à développer, à pousser. À ce moment-là, les temps de pousse sont un petit peu plus longs. On va y aller sur 1 heure et demie, parfois 2 heures. Donc dans la recette d'aujourd'hui, puisqu'on a du beurre, puisqu'on a du lait et surtout les flocons d'avoine qui enlèvent du gluten, le temps de pousse va être de 1 heure et demie à 2 heures. Donc à couvert comme ceci ou avec un papier ou tout simplement dans ton micro-ondes qui est un espace confiné. Est-ce que ça va? Vous ne parlez pas beaucoup là, je parle pas mal tout seul. Hein? La recette vous tente, vous allez essayer de la faire, vous aimez ça faire du pain, vous avez déjà fait du pain à l'avoine, vous aviez hâte de faire du pain à l'avoine, racontez-moi tout ça. Si vous voulez. Alors, ici, donc, évidemment, j'ai fait une pâte d'avance pour vous montrer le façonnage, d'accord? Donc là, c'est la même que j'ai fait il y a 1 heure et demie, 2 heures. On voit que, si j'ouvre l'autre, on voit que ça a, ça a levé quand même, on voit la différence, mais c'est pas toujours spectaculaire quand il y a des choses à l'intérieur. Encore une fois, de l'eau, de la farine pour une pizza ou du pain, c'est sûr que quand on ouvre, c'est énorme, parce que faut vraiment s'imaginer que la levure, c'est comme un petit bonhomme qui fait son travail. Il dormait, tu l'as réveillé, son travail, c'est de fermenter, de créer un dégagement gazeux, puis de faire gonfler la pâte. Mais juste de l'eau, c'est moins lourd que quand on rajoute du beurre, des œufs, des flocons d'avoine. Donc lui, il pousse comme il peut. Mais du moment qu'il y a des amis à l'intérieur, le visuel est beaucoup moins impressionnant. D'accord? Et c'est normal. Faut pas paniquer et se dire, ah, ça n'a pas marché, la recette fonctionne pas, blablabla, ça fonctionne très bien. Bon. Donc là, on l'a dit tantôt, ça va être moins collant. Tu vois bien hein, que ça a l'air moins collant, mais tout de même, on va venir quand même fariner un peu son comptoir, puis légèrement fariner la surface et légèrement fariner ses mains, d'accord? Pour venir dégazer la pâte. N'importe quelle pâte levée qu'on va faire, après le temps de pousse, il faut dégazer. Alors, est-ce qu'un pain plutôt sucré pour le petit-déj ou fromage ou pas spécialement? Là, ça serait plus... oui, je pense que c'est plus pour le petit-déj parce qu'il y a du sirop d'érable et des fruits secs. Mais avec un plateau de fromage, par exemple, ça pourrait être intéressant aussi comme pain. Donc là, on y va. Première pousse, il faut toujours dégazer. Donc directement, avec ton poing, tu fais retomber complètement ta pâte. C'est important, si tu zappes cette étape, ça sera beaucoup moins efficace par la suite. Ensuite, tu vois, je farine mes doigts parce que ça colle un peu. Et je vais juste venir façonner une boule à l'intérieur de mon bol pour me faciliter les prochaines étapes, comme ceci. Donc là, tu vois, la boule est faite, on vient l'attraper et on la pose là-dedans. C'est bon? Il y en a qui graissent les bols à pouce. Moi, j'aime pas ça parce que je trouve qu'après ma pâte est grasse et j'aime pas ça. J'aime ça sentir la vraie texture de la pâte. Peut-on faire une pousse en mode fermentation? Oui, oui, vous pouvez, il n'y a pas de problème. Ici, donc, on a notre pâton qui est là. Ça ne sert à rien de le travailler pendant 2 heures, d'accord? C'est fait, on l'a dégazé. Maintenant, ce qu'on veut, vous vous rappelez mon pain que je vous ai montré tantôt, on voit ici qu'on a comme 3 boules qui étaient là. Donc, c'est ça qu'on veut venir chercher à faire. C'est pas obligé, tu pourrais mettre ton pain comme ça directement dans ton moule. Mais 1, ça fait joli. Puis 2, le fait de venir retravailler un peu chacun de tes pâtons, ça va aider aussi à avoir une mie plus développée. Puis on se rappelle que comme on a des flocons d'avoine, on est toujours intéressé à avoir plus de développement et plus de choses aérées. Ici, vous l'avez vu, j'ai utilisé au Québec les moules à pain, les moules à terrine standard, c'est ce format-là. En Europe, les moules à terrine pain, c'est plus ce format-là. Vous voyez la différence? Ça veut dire que lui, il est plus court mais plus large. Lui, il est plus long mais plus étroit. La recette va fonctionner dans les deux cas. Sauf que moi, ici, je vais faire 3 pâtons. Toi, si tu as un moule plus long et plus étroit, tu feras 4 pâtons. Mais la cuisson sera la même et tout le reste sera identique. C'est bon? Ok. Donc, avant de mettre les mains dans la farine, j'aurais dû faire ça, mais je ne l'ai pas fait. Je pourrais y aller directement dans mon moule, mais moi, je suis une fille stressée par le démoulage. J'aime beaucoup ça cuisiner, mais je n'aime pas ça quand j'ai cuisiné, puis qu'à la fin, je galère à démouler, puis que ça arrache tout. Donc, je vais chemiser mon moule avec un papier parchemin sulfurisé. Vous voyez? J'ai pris mon papier sulfurisé au parchemin, je le mets en boule. Je m'en vais ouvrir mon robinet et je vais travailler ma boule de papier sous le robinet comme ça, tu vois? Au plus je fais ça, au plus je sens que ma boule devient tendre, on va dire. Quand je sens qu'elle est bien tendre, je viens égoutter mon papier. Ça, je fais ça pour n'importe quoi que j'ai besoin de chemiser parce qu'en fait, ça va permettre
de le placer exactement comme je veux au lieu qu'il glisse dans tous les sens. On a déjà vu ça dans le fond du varoma quand on fait des omelettes, etc. Donc là, je prends mon papier et je viens le placer à l'intérieur de mon moule pour être sûr que mon démoulage se passe correctement et que je ne galère pas. Si toi, tu n'as pas l'habitude de faire ça, si tu as l'habitude de faire dans ton moule à pain direct et que tout va bien, c'est correct. Donc là, par contre, tu vois, je prends la peine de bien essuyer mes mains pour ne pas galérer. Ok, donc là, on s'en retourne. On a dit qu'on devait faire 3 pâtons. Donc on va venir couper nos morceaux en 3 morceaux à peu près égaux. C'est pas grave si c'est pas exactement pareil. Évidemment, là, cette partie-là, elle est plus collante puisqu'il y a moins de farine. Donc on peut se préparer un peu de farine à proximité, venir tremper un peu les côtés qui sont plus collants. Ici, tu peux tout simplement venir façonner une boule et la placer si tu n'es pas à l'aise. Si tu es à l'aise, tu peux venir prendre ton pâton, puis tu vois, moi je le regarde. Là, il y a moins de fruits, là, il y en a un peu plus. Les fruits ou les pépites ou n'importe quoi, ça a tendance à brûler. Donc, au moins tu en as sur le dessus, au mieux c'est. Donc là, je vais choisir que ça sera le dessus de ma boule. Donc, je retourne et je vais juste, regarde, tu vois, je tire et je roule un peu. Pas trop parce que ça colle. Là, le fait d'avoir fait cette espèce de petit twist, eh ben, ça va aider au développement. Donc là, je prends mon premier pâton et je le place comme ceci. Je recommence ici, tu vois. Ici, il n'y a pas beaucoup de fruits. Ici, il y en a. On va y aller comme ça. Ouais, on retourne, tu vois. Hop. Et on roule. Bon, bah, tu vois, je m'en doutais. Lui, il est dedans. Tant pis, il va griller un peu, mais c'est pas grave. Hop. On met notre pâton à côté. Là, on voit qu'il n'y en a pas du tout. Là, il y en a. Donc, on va pouvoir y aller comme ça. Ça va? Tu n'es pas obligé. Hein? Tu aurais pu faire une boule directement. C'est pas très grave. Ici, une fois qu'on a fait ça, on a donc nos 3 pâtons dans le moule. C'est pas vraiment compliqué hein, de faire ça. Là, il va y avoir une deuxième pousse. La deuxième pousse, c'est pareil. Si tu fais juste du pain ou de la pizza avec de l'eau et de la levure, une demi-heure, 45 minutes, c'est suffisant. Quand tu commences à rajouter des amis, tu peux te rendre à 1 heure, 1 heure et quart de pouce 2. Les pousses que je vous raconte depuis tantôt, je pense que ça a du sens que je vous raconte pour rajouter du temps. Mais ne t'emballe pas. Ne me dis pas, ben moi je vais mettre 3 heures et 3 heures, comme ça je suis sûre que ça va être correct. Tu prends des risques parce que selon la température chez toi ou quoi, la levure, elle a une durée de vie. Se réveiller, fermenter, pousse 1, dégazer, pousse 2, façonnage, four, développement encore. Mais si tu fais 3 et 3 heures, mettons, ben, ça se trouve quand tu vas arriver, ton pain, il a fait comme à l'intérieur du moule. S'il a fait à l'intérieur du moule, c'est mort, la levure, elle est finie. Donc, il ne faut pas exagérer non plus avec les temps de pousse en pensant que, pareil, au niveau des quantités de levure, t'emballes pas. Hein. Ce n'est pas parce que tu mets 3 tonnes de levure que le pain va plus se développer. Hein. Ça, au contraire, tout va accélérer le process, puis tout risque de retomber parce que tu as surfermenté tes affaires. C'est facile, en fait, juste quand tu suis tranquillement ton truc. Ok, donc là, on va mettre à pousser environ 1 heure. Puis, au bout d'1 heure, je peux le faire maintenant parce que si tu mets ta levure, ta dorure trop tôt, ça écrase. Au bout d'1 heure, je vais venir dorer ma surface. C'est pas obligé. C'est juste si tu veux avoir un peu ce côté brillant. Si tu veux juste avoir quelque chose de mat, tu peux zapper l'étape de la dorure. Mais donc, ici, c'est quoi? C'est un peu de lait avec un jaune d'œuf battu ensemble. Puis, avec mon pinceau, je vais venir passer sur mon pain partout. Juste avant d'enfourner, c'est important. Quand on fait du pain, on grigne. Quand on fait une brioche, c'est pas nécessaire parce que elle va comme, tu vois, craquer elle-même ou elle a envie. Tu vois, on voit un peu mes twists, puis on voit qu'elle a craqué ici, puis c'est correct. Donc là, une fois qu'on a doré, le four est préchauffé. Donc ça, c'est 350 Fahrenheit, 180 degrés Celsius si tu es convection chaleur tournante, 375, 190 si tu as un four régulier. Et on va cuire ça 40 à 43 minutes. Ça dépend des fours, tu connais. Là, si ton four est un peu plus lent, mais direct 43. Si tu as un four un peu plus agressif, mais 40. 40-43 minutes, c'est bien correct. Est-ce que ça va? Ah oui, alors quand ça sort du four, on sort directement son papier, on laisse refroidir sur la grille pour éviter de créer d'humidité. Puis quand on fait des pâtes, il faudrait essayer d'être raisonnable et il faut attendre que le pain soit froid pour trancher parce que si tu tranches ton pain à chaud, tu vas écraser la mie parce qu'elle est humide et du coup tout ce que tu as essayé de lever, ben, ça va comme écraser un peu trop. Il y a aussi cette possibilité-là de faire cuire dans ce genre de moule. C'est la mode un peu ça, vous avez déjà vu ça. Ce pain-là, ça va être possible de le faire cuire là-dedans. C'est quoi la différence? C'est qu'on n'aura pas les belles boules comme j'ai ici. Je vais les faire pareil, par exemple, les 3 boules, parce qu'au niveau du façonnage, c'est intéressant pour développer la mie à l'intérieur. Mais il va gonfler, puis tu vois qu'il est quand même plus étroit que mon affaire. Donc du coup, il va occuper tout l'espace et ça fait des tranches plus carrées. C'est sûr que là, le papier à l'intérieur, c'est pas possible. Donc, dans ce temps-là, je graisse autant que je peux. Même si ce genre de moule, normalement, comme ils sont striés, ça va bien. Et au niveau de la cuisson, ça va être la même affaire. Tu vas y aller à 40-43 minutes, aux mêmes températures indiquées tout à l'heure. De toute façon, la pâte que je viens de faire avec vous en direct, je vais la faire cuire là-dedans tantôt. Comme ça, je rajouterai dans la fiche, vous aurez toutes les explications puis toutes les preuves en images pour réaliser vos propres affaires. Est-ce que ça va? Je vous ai trouvé un peu trop sage, je vous ai trouvé à ne pas poser trop de questions.
Si jamais ça vous vient en retard, vous savez où me trouver pour me les écrire. Si jamais il y en a que j'ai raté, je vais y revenir bien sûr. Si la boulangerie vous intéresse, vous savez qu'on a plein de propositions sur fanelli.com. Il y a un livret recette pain brioche et viennoiserie où on apprend à faire ses pains au chocolat, ses croissants maison, ses roulés au raisin là-dedans. On a aussi toutes les bases de pain, donc la baguette, le pain multigrain qu'on va retrouver dans ce livret. On a un cours aussi. Un cours, ça veut dire qu'il y a une vidéo. Boulangerie les bases, avec une brioche de base, un pain complet de base, toutes les bases là-dedans. Vous avez aussi un cours vidéo avec le livret Avalanche de brioches gourmandes avec la tarte tropézienne notamment et plein de belles brioches si vous aimez ça à la boulangerie. Et qu'est-ce que j'ai oublié de vous dire pour la boulangerie? C'est tout. Donc si jamais il y a de quoi faire et puis vous avez déjà plein de recettes en libre accès aussi de boulangerie sur le site. On a le pain petit-déj dans lequel on avait mis du jus d'orange, puis du granola, puis des fruits secs et qui est vraiment bon ce pain-là pour les matins. Dans 15 jours, parce que vous savez qu'ici c'est dans 15 jours. Dans 15 jours, on est début avril. Et on ne sait pas trop. On ne sait pas trop si on veut des salades ou si on veut encore des plats composés, s'il fait assez froid, assez chaud versus le Québec, la France. Donc, dans 15 jours, je vous propose 2 plats complets, un le mardi, un le jeudi, qui vont se servir aussi bien froid que chaud. Donc, ça va être soit une salade composée, soit un plat composé. Vous choisirez en fonction de ce que vous avez envie. Est-ce que ça vous tente? Ah, quelqu'un demande, proposes-tu du pain sans gluten? Séverine, oui, on a une section en accès libre sur le site. C'est la section alimentation spécifique dans la page principale, où on va retrouver donc alimentation spécifique, il y a des recettes végétariennes, mais il y a aussi beaucoup de recettes sans gluten. On a un pain sans gluten, on a un pain apéro sans gluten, on a des muffins sans gluten, vous avez plusieurs choix de sans gluten disponibles. Voilà, je vous ai tout raconté. Jeudi, avec les VIP, on continue la boulangerie et on va préparer une belle brioche à effeuiller. Brioche à effeuiller à l'érable, mais je vous donnerai aussi la version vanille pour en Europe si vous n'avez pas de sirop d'érable. Je crois que j'ai rien oublié de vous dire. Si jamais, vous savez où me trouver. Je vous remercie d'avoir été là ce matin. Et puis, je vous fais un suivi pour le pain carré avec le couvercle. Salut tout le monde, merci beaucoup.